Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour vivre ensemble une nouvelle émission inédite d'Ensemble c'est mieux sur France 3. Voici en image le sommaire de ce mardi 24 novembre. Ça fait 21 ans seulement que les animaux ne sont plus des choses en France. Et depuis 5 ans, ils sont même déclarés comme sensibles. Seulement, entre abattoirs, élevage, cirque, zoo et chasse, on se demande si le bien-être animal est respecté. Nous ferons le point avec l'association L214. S'il y a bien un endroit où les animaux sont considérés et vivent en paix et en harmonie avec la nature, c'est au sanctuaire Lagari, situé sur les toits du Piémont du Comminges. Ce sont les animaux éloignés de la maltraitance humaine et chouchoutés par notre citoyenne coup de cœur. Et enfin, pour la partie emploi, vous le voyez, on parlera d'un métier qui a un bel avenir, directeur ou directrice de magasin. Et vous verrez que les responsabilités vont bien au-delà du titre qu'on peut attribuer à ce poste. Mais pour l'instant, on va aller se déplacer en région. On va aller dans le Lot rejoindre Raphaël Talbot qui, elle, nous présente un autre exemple de lieu qui respecte les animaux. Bonjour Raphaël. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de la protection des animaux et je vais vous présenter deux personnes qui ont consacré leur vie à ça, Morlinde et Verena, mère et fille d'origine allemande. Vous allez reconnaître leur bel accent. Elles ont créé ce lieu, la ferme des rescapés, ici dans le Lot, dans le petit village de Cassagne, et elles s'occupent quotidiennement, tous les jours, de 700 animaux. Ah oui quand même, c'est beaucoup. Bonjour Stéphanie. Bonjour Mickaël. Vous avez combien d'animaux vous? On n'en est qu'à 70. Mais on a démarré il y a 1 an et demi. Hein. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Avec Stéphanie donc, et les invités de Raphaël, on vous présentera donc ces exemples. Et puis bonjour Samuel, bonjour. Vous êtes notre premier invité dans quelques instants. Juste le temps pour moi de contextualiser, puisque c'est vrai qu'on peut lire sur votre site Stéphanie que en fait en France, chaque année, on tue près d'1 milliard de poules, de vaches, de cochons, de canards, sans compter les 50 millions de poules éleveuses déclarées par l'association L214, sans compter les 20 millions de vaches et sans compter les 63 millions d'animaux de compagnie. Je crois que les animaux sont quand même plus nombreux que nous, humains, sur Terre et donc en France. Je pense qu'on devrait y songer et qu'on devrait un petit peu plus les respecter parce que s'ils s'unissent, on est mal barré. Alors Samuel Hérault est notre invité ce matin, chargé d'affaires publiques pour l'association L214. J'aimerais aussi, pour contextualiser cette interview, qu'on puisse peut-être donner une définition à l'expression bien-être animal. Alors, nous, c'est pas vraiment une expression qu'on va utiliser. On va pas dire qu'L214 défend le bien-être animal. C'est une expression qu'on va surtout retrouver dans la loi pour voir ce qui est autorisé ou non en élevage, en abattoir. Et parler de bien-être animal en abattoir, ça nous semble un peu aberrant. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans la communication de l'industrie de la viande pour parler de bien-être animal aux élevages, mais pour cacher le fait que 80% des 1 milliard d'animaux que vous évoquez sont élevés en élevage intensif, sans accès à l'extérieur. Donc on va parler de cage bien-être animal parce qu'il y a un petit grattoir ou parce qu'il y a une chaîne ou un ballon qui pendouille dans un élevage pour les cochons. Donc c'est pas vraiment une expression qu'on utilise. Nous, on va dire qu'on défend les animaux d'élevage, on ne défend pas le bien-être animal. Bon, en tout cas, il existe effectivement, comme vous le dites, d'après la loi, donc 5 libertés pour le bien-être animal. Ne pas souffrir dans la faim ou dans la soif, ne pas souffrir d'inconfort, ne pas souffrir de douleurs, de blessures ou de maladies, pouvoir exprimer les comportements naturels propres à l'espèce et ne pas éprouver de peur ou de détresse. Est-ce que ces libertés sont principalement vos missions au sein de l'association ? Alors nous, notre mission, effectivement, c'est de défendre les animaux et le fait qu'ils puissent avoir accès à l'expression de leur comportement et que leurs intérêts soient respectés. Mais là, les critères que vous venez d'évoquer, qui est une définition assez classique du bien-être animal, rien que le dernier thème sur la bonne expression des comportements, ça n'est pas possible dans les conditions d'élevage actuelles. Et si on regarde les autres, c'est être nourri, abrité. En fait, on est sur une conception assez ancienne du bien-être animal, qui veut dire l'animal est en bonne santé, on va pouvoir le tuer et le manger. Maintenant, il y a eu des progrès qui ont été faits en éthologie cognitive, on connaît mieux les animaux et même l'ANSES, en 2018, dans sa définition du bien-être animal, parle d'un état positif mental et physique et de besoins comportementaux et physiques qui sont assouvis. Et aussi met en avant que la perception de l'animal, de son environnement est importante. On commence à peine à découvrir un peu la profondeur de la vie des animaux et ça va commencer à remettre complètement en cause la façon dont on les traite. Donc ça veut dire que vous militez pour qu'il n'y ait plus d'élevage du tout ? Alors nous, on milite pour la fin de l'exploitation des animaux, c'est-à-dire qu'on ne les considère plus comme des ressources à notre disposition, mais comme des individus qui ont des intérêts propres, avec lesquels on peut vivre, avec lesquels on peut même travailler. Et je pense que l'exemple du refuge sera une très, très bonne façon d'exprimer comment on peut vivre avec les animaux. Mais vous pouvez aussi discuter avec des maîtres chiens qui ont une toute autre relation avec leur animal. Donc nous, on milite pour une société qui respecte les animaux. On ne les tue plus, on ne les mange plus, oui, clairement. Ah oui, là, on arrête tout ça. Donc ça veut dire que c'est la nature qui régulera en fait les espèces et la quantité, le nombre.
Alors non, parce qu'il faut savoir que là, l'élevage est plutôt une des causes de l'effondrement de certaines populations animales sauvages. Vous parliez du nombre d'animaux en France il n'y a pas longtemps. Si vous regardez, il y a 20 milliards de poulets à l'échelle de la planète. Donc c'est l'animal qui est l'animal terrestre qui est le plus consommé. Donc non, tous ces animaux-là qu'on tue dans les abattoirs pour les manger, c'est des animaux qu'on fait naître dans des couvoirs ou autres. Donc nous, on est pour la fin de ce système-là, mais on n'est pas du tout pour les laisser se répandre dans la nature haute. Non, au contraire, il faut arrêter de les faire naître pour les enfermer, les mutiler et les tuer. C'est à ça qu'on veut mettre fin. Mais on ne veut pas mettre fin à la relation qu'ont les humains avec les animaux, notamment la relation de coopération comme avec les chiens depuis 30 000 ans. Alors quels sont les animaux que vous défendez? Est-ce que ça va jusqu'aux animaux de laboratoire? Alors nous, c'est pas notre sujet. Bien sûr, on y est sensible parce que, notamment, si vous prenez par exemple le cas du lapin, le lapin est un animal qui va à la fois avoir le statut d'animal de compagnie, qui va être exploité dans les laboratoires et qui est aussi élevé en cage en France. 30 millions de lapins sont élevés en cage en France. 99% d'entre eux sont en cage. Donc bien sûr qu'on est sensible aux intérêts de ces animaux-là, mais c'est vraiment pas notre sujet ou notre cœur d'expertise. Il y a un tas d'autres associations qui les défendent mieux que nous pourrions le faire. Oui. Donc uniquement les animaux qui sont destinés à la consommation. Oui, oui. Quels sont vos axes de travail pour arriver justement à tout ça? Alors nous, notre objectif, c'est la réduction de la souffrance animale. Et pour ça, on a deux axes principaux. C'est essayer de faire reculer les pires pratiques, l'élevage en cage, l'élevage intensif, l'abattage sans étourdissement, le gavage, le broyage des poussins. Et l'autre axe, c'est d'essayer de réduire le nombre d'animaux qui sont victimes de ces pratiques-là. Donc c'est plutôt essayer de promouvoir et aider l'alimentation végétarienne, ou en tout cas la réduction de la part de protéines végétales dans l'assiette. Alors, à l'annonce de cette thématique et de votre venue, cher Samuel, Amadeus a tout de suite pris son téléphone et il a souhaité vous poser ces 3 questions. Je voulais vous faire 3 retours sur les récentes annonces de la ministre de la Transition écologique. La première, c'est qu'en 2017, Ségolène Royal avait déjà fait un arrêté contre les delphinariums et ça avait été cassé. Est-ce qu'on ne va pas avoir la même chose? La deuxième, c'est qu'on a une interdiction de l'élevage de fourrure de vison, mais on peut en importer et on peut en commercialiser. Est-ce que c'est pas hypocrite d'interdire quelque chose qu'on peut importer? Et la troisième, c'est que pour les cirques, c'est interdit pour les animaux sauvages en itinérance, mais pour les camélidés comme les chameaux, les dromadaires, c'est autorisé. Est-ce que tout ça, c'est pas assez faible, assez timoré par rapport à la volonté de la population française? Merci à vous l'équipe. De rien, Amadeus. Alors, réponse? Bon, alors, il y a beaucoup de commentaires et de remarques fort pertinentes. Moi, ce que je voudrais souligner sur ces annonces, c'est que ce soit sur les visons, les cirques, les finalement, c'est effectivement, ce ne sont que des annonces. Comme ce que l'ancien ministre Didier Guillaume avait dit sur la fin du broyage des poussins, fin 2021, et la fin de la castration à vif des porcelets, pour l'instant, ce ne sont que des annonces. Il n'y a rien d'inscrit dans la loi, et c'est là il faut vraiment être vigilant et rester mobilisé pour que ça se traduise en progrès concrets. Et effectivement, ces progrès sont insuffisants par regard des attentes citoyennes. Les élevages de visons, il en reste 5 en France, ils auraient dû être fermés depuis longtemps, et il restera la question des élevages de lapins angora pour la fourrure, des importations. Mais c'est un premier pas, et voilà, il faut continuer à être mobilisé, continuer d'avancer. Alors, à votre avis, Samuel, comment expliquer que de plus en plus la cause animale est au centre de préoccupation? Alors, selon moi, et on le voit, les enquêtes d'opinion montrent que 89% des Français jugent la cause animale importante, et c'est depuis fort longtemps. En fait, je pense que c'est une préoccupation qui est très ancienne dans la société, qui est partagée par tout le monde, quel que soit le genre, le sexe, l'origine, la région, le statut social. Et seulement, c'est un sujet qui est un peu tabou, un peu méprisé. Et puis, depuis quelques années, avec les réseaux sociaux, les vidéos qui circulent, les images, la parole se libère. Pourquoi tabou? Parce qu'on consommerait de la viande en tant que bon chauvin et que on veut fermer les yeux sur l'abattage, sur leur mort? C'est une des raisons, évidemment. On a tous et toutes envie de ne pas faire de mal aux animaux, et en même temps, on est tous attachés à nos habitudes, à la facilité, à ce qu'on aime. Et là, il y a une contradiction qui va être difficile à démêler, et on préfère regarder ailleurs, oui. Mais je pense que collectivement, en discutant, petit à petit, on va s'habituer et mettre en place ces solutions, et je l'espère, on sortira de l'exploitation animale. Ouais. Et pour nous montrer tout ça, pour faire aussi un petit raccrochement sur votre métier, votre association, on vous connaît aussi grâce aux vidéos que vous réalisez, et surtout, effectivement, des abattages, des abattoirs plutôt. Est-ce que vous pensez que justement ces vidéos contribuent à cette prise de conscience? Oui, c'est indéniable. Le fait de montrer la réalité des conditions d'élevage et d'abattage, ça rend le débat inévitable. Oui. Vous en pensez quoi, Stéphanie, des vidéos que font l'association Oh là là, moi j'ai eu accès à l'âge de 18 ans à un abattoir, parce qu'à l'époque je travaillais avec
un monsieur en Suisse qui s'appelait Franz Weber. Et donc, à mes 18 ans, il m'a emmené voir un abattoir en Suisse qui était très réglementé, enfin, à la Suisse. Et j'ai vu, et à partir de ce moment-là, ça a été l'électrochoc. Et j'ai dit, je ne participerai plus à cette souffrance. Donc, je trouve ça formidable parce qu'après, dans les années 80, j'ai commencé avec l'OABA et on faisait signer des pétitions. On n'avait pas d'images qui circulaient. Donc, ce qui est fabuleux avec ce qu'a fait L214, c'est qu'il y a eu les images. Et grâce aux réseaux sociaux, parce qu'à mon époque, dans les années 80, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et grâce à ça a pu se diffuser partout en France et dans le monde entier, quoi. Et ça, c'est fabuleux. C'est un outil fabuleux. Et ça fait prendre conscience et en électrochoc, vraiment, de ce qui se passait. Vous l'avez compris, en tout cas, ça ne peut pas faire de mal de diffuser ces vidéos pour cette prise de conscience. Alors justement, quelle est-elle auprès du public, cette prise de conscience? On a essayé de le résumer en images. Ces poussins broyés, c'est ignoble. Et la chasse à la glu? Plus de 2/3 des Français se montrent favorables à l'amélioration du bien-être des animaux. 77% sont par exemple favorables à l'interdiction de l'élevage des animaux pour leur fourrure, 72% pour l'arrêt de la vente des animaux de compagnie, seuls 18% défendent la chasse à courre. Mais malgré une opinion en attente de mesures concrètes, la France est considérée comme la lanterne rouge en matière de défense du bien-être animal. Bien que réclamés par les associations de protection animale, nous n'avons pas de ministère ou de secrétariat d'État dédié à cette cause. C'est le plus souvent à l'échelon européen que les progrès se font. Mais à force de vidéos chocs tournées par des militants très actifs, montrant la maltraitance dans certains abattoirs, et conscient de l'état de l'opinion, le gouvernement a prévu dans son plan de relance une enveloppe de 250 millions d'euros destinée à moderniser les abattoirs et à aider les éleveurs à sortir de l'élevage intensif. Autre bonne nouvelle, les animaux sauvages dans les cirques itinérants vont progressivement être interdits, de même que la présence d'orques et de dauphins dans les delphinariums inadaptés, ou encore les élevages de visons pour leur fourrure. Par ailleurs, la fin de la castration à vif des porcelets et du broyage des poussins est prévue d'ici fin 2021. Bien-être animal, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alors, cher Samuel, ça fait combien de temps que vous êtes engagé au sein de l'association L214 ? Moi, je connais les fondateurs et les fondatrices de L214 depuis bien avant la création de l'association. On militait ensemble à la fin des années 90, début des années 2000. L'association a été créée en 2008 et j'y suis, on va dire, actif au quotidien depuis l'année 2013, je pense. Est-ce que vous sentez déjà une évolution positive ou négative de la condition animale depuis votre arrivée, depuis votre engagement ? Alors, je sens vraiment une évolution forte, en tout cas, de la place du sujet dans le débat public. C'était une question qui recevait beaucoup de mépris ou de dédain il y a encore 20 ans, ou même 10 ans, et qui maintenant est pleinement légitime. Et on sent que les gens se libèrent à en parler, à vouloir en discuter, s'informer. Donc oui, ça donne de l'espoir. Alors, où en est-on du bien-être animal? Et j'aimerais qu'on en parle sous 3 échelles, régionale, nationale et internationale. Bonne chance. En revanche, vous n'avez pas toute la fin de matinée non plus, mais qu'on fasse un petit état des lieux. Oh, bon, à l'échelle nationale, ça va être simple à résumer. Je veux dire que c'est l'élevage intensif. Plus de 80% des animaux élevés en France sont élevés sans accès à l'extérieur. 83% des 825 millions de poulets, 95% des 50 millions de dindes, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment la situation. En abattoir, il y a une obligation de ce qu'on appelle l'étourdissement des animaux avant leur mise à mort. Mais bon, il y a une dérogation pour les abattages rituels qui existe encore. Il y a aussi des ratés, des reprises de conscience sur les espèces. Ça peut être entre 5 et 15%. Et ce qu'on appelle gentiment étourdissement, c'est pas très joli. Personne n'a envie d'être endormi de cette façon-là. On perd fort le crâne pour ce qui est des bovins. Ah oui. Voilà, oui. Ah oui, c'est pas la petite anesthésie, quoi. Non, c'est pas le marchand de sable. Les oiseaux sont suspendus, passés dans un bas électrique. Et quant aux cochons, c'est ou des pinces électriques, ou alors ils sont dans des fosses à CO2. Oui, c'est pas l'étourdissement gentil, quoi. Voilà, ça c'est à peu près le contexte. Au niveau régional, encore une fois, ça dépend des systèmes d'élevage. Les bovins sont encore les animaux qui sont peut-être le moins enfermés, ont le plus accès à l'extérieur, ou on a encore des plus petites exploitations, où parfois les éleveurs peuvent connaître leurs animaux pendant quelques années, les connaître individuellement, ce qui est complètement impossible pour quelqu'un qui élève des lapins parce qu'ils sont des milliers dans des cages, ou qui élève des poulets parce qu'ils vont les garder 40 jours et les envoyer à l'abattoir. Donc on n'est plus du tout dans ce type de rapport. Régionalement, vous avez toujours la problématique particulière du gavage. Bien sûr. Voilà, comme dans ma région. Mm-hmm. Voilà. Et donc ce qui va avec, c'est-à-dire le broyage des canetons femelles, parce que elles ne produisant pas un foie gras qui soit conforme au goût du marché, elles sont tuées toutes petites, comme le sont les poussins mâles pour l'industrie des poules pondeuses.
Voilà, pour une spécificité régionale peut-être, on va dire. Et au niveau international, non, la France n'est pas forcément la lanterne rouge au niveau mondial. La situation des animaux n'est pas brillante partout dans le monde et les standards d'élevage ont tendance un peu à être les mêmes et parfois avec des réglementations qui sont moins strictes qu'en Europe. Sauf que là encore, on peut avoir des réglementations plus strictes, mais par exemple, le rapport de la Cour des comptes européenne a pointé qu'il n'y avait que 1% des élevages qui subissaient des contrôles spécifiquement sur le bien-être animal en France. Donc, on voit qu'il y a assez peu de contrôles, ça donne peu suite à des poursuites en justice et il y a très peu de sanctions finales. On le voit même pour les procès qu'il peut y avoir suite à nos enquêtes un peu médiatiques. Donc, mais ce qui donne de l'espoir, c'est que nos vidéos, ça n'est pas qu'en France, ça n'est pas qu'en Europe, c'est dans le monde entier, avec les réseaux sociaux, avec les nouvelles générations, les nouveaux enjeux aussi, que des voix s'élèvent pour défendre les animaux. Et, voilà. Mais que disent les lois là-dessus, sur la liberté, sur le bien-être des animaux ? Eh ben justement, la loi en France, ça veut dire que le bien-être d'un animal, il faut qu'il ait un environnement enrichi pour pouvoir exprimer sa soif d'exploration, comme par exemple pour les cochons. Mais les cochons, à 95% d'entre eux, les 25 millions qu'on élève chaque année, sont élevés dans des bâtiments, sans accès à l'extérieur, sans avoir été élevés en groupe ni par leur mère. Et on va suspendre une chaîne, c'est ça l'enrichissement du milieu. On va mettre un ballon pour qu'ils puissent jouer. Et puis comme ils s'ennuient, qu'ils se mangent la queue, on va leur couper la queue. Voilà, c'est ça. Ce que vous voulez dire, c'est que la loi, en fait, va dans... J'allais dire dans votre sens, non. Mais la loi demande à ce que la fin de vie soit améliorée. Mais vous, ce que vous défendez, c'est de ne plus tuer directement les animaux. Donc ça veut dire quoi? La finalité pour vous, ce serait que nous, citoyens, nous arrêtions de manger de la viande? Ce serait que oui, collectivement, on décide de passer à un modèle agricole et alimentaire qui ne repose plus sur la mise à mort des animaux et sur l'importation massive de soja, par exemple, pour les nourrir dans les élevages. Il faut savoir que 65% de la déforestation amazonienne est liée à l'élevage. Parce que il vous faut 2 ou 3 kilos de protéines végétales pour faire 1 kilo de protéines de poulet, si vous souhaitez pour faire 1 kilo de protéines de cochon, etc. Donc oui. Donc il y a un souci écologique aussi. Énorme, oui. Et tout est lié. Et on le voit d'autant plus avec la pandémie. Il faut savoir que les 3/4 des nouveaux agents pathogènes proviennent des animaux. Et les 3/4 de ces agents pathogènes peuvent nous contaminer. Donc l'élevage intensif, on l'a vu avec la mutation du coronavirus dans un élevage de visons, c'est un endroit où on masse des animaux qui ne sont pas forcément en excellente santé, en tout cas qui ont un patrimoine génétique assez pauvre. Et donc il peut y avoir des mutations de virus. On utilise énormément d'antibiotiques, donc il peut y avoir des problèmes d'antibiorésistance. Ce sont des bombes à retardement. Et puis comme elles nécessitent plus de ressources pour les nourrir plutôt que nous nourrir directement des protéines végétales, il faut aller chercher des cultures ailleurs. Donc on détruit la forêt amazonienne et, par exemple, ou d'autres, et on met aussi l'humanité potentiellement en contact avec des virus contre lesquels on n'est pas immunisé. Donc si on veut un peu préserver nos vies, nos modes de vie, même nos civilisations à l'avenir, il va vraiment falloir, à l'échelle internationale, songer à sortir de l'élevage intensif, ça on en est convaincu, et réduire massivement notre consommation de produits animaux. Arrêter dans l'idéal. Ça serait mieux. Ça serait mieux. Bon, je pense que je vous pose même pas la question ni à l'un ni à l'autre, savoir si vous consommez de la viande, évidemment. Mais donc, quel engagement pourrait-on prendre, nous, en tant que citoyens? Arrêter de manger de la viande, ça d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Alors, oui, arrêtez de manger de la viande. Nous, on propose un site qui s'appelle vegan-poetique.fr pour aider à tout ça. Et disons que c'est la grosse partie, ça. Ça, ouais, c'est ce qu'on fait en tant que consommateur. Mais vous posez des questions en tant que citoyen ou citoyenne, ce qui est différent. C'est déjà s'informer, débattre, en discuter, parce qu'un problème qui reste tabou ne pourra jamais être résolu. Donc il faut vraiment faire vivre ce débat public, interpeller les politiques, parce qu'à tous les niveaux, on peut faire des choses. On peut faire des choses au niveau de la commande publique des cantines, au niveau municipal. Les députés peuvent changer les lois. Donc il faut interpeller ces élus, se renseigner au moment des élections. Nous, on a un site politique animaux, justement, pour essayer d'informer sur les positions des candidates et des élus, afin que les citoyens puissent aider la société à aller dans ce sens-là, à travers leurs représentants. Et vous pouvez également aller sur le site internet de l'association, c'est l214.com. Samuel, vous restez bien avec nous. Merci de nous avoir informés sur l'état du bien-être animal dans le monde et même dans notre région. Et justement, maintenant, on va vous présenter 2 exemples d'Occitans qui vont dans le même sens que vous. Elles protègent et s'occupent de ces animaux pour leur offrir la vie qu'ils méritent, tout simplement. Donc, il y a le sanctuaire de Stéphanie dans quelques instants. Et là, on va vous parler de la ferme des Rescapés où nous attend maintenant Raphaël. Raphaël? Oui, Mickaël, je suis à la ferme des Rescapés. J'ai déjà un copain, mais je vais tout de suite vous présenter Morline qui travaille ici depuis 12 ans. Bonjour Morline. Bonjour. Alors ici c'est la ferme des Rescapés. Pourquoi rescapés? Pourquoi ils sont rescapés ces animaux? On les a sauvés de l'abattoir. On a des brebis et des chèvres de réforme qui étaient dans les élevages. Et oui, quand elles sont plus productives pour le lait ou pour faire des petits, oui, les éleveurs les vendent à l'abattoir et nous on les rachète avant. Et pareil avec des chevaux qui viennent de centres équestres ou de courses, on les prend ou on les rachète aux marchands avant qu'ils les envoient à l'abattoir. Donc c'est quoi toutes les espèces qu'il y a là? Parce que c'est immense.
On en voit partout. Des moutons, des poneys, des chevaux. On a des ânes. On a aussi des poules réformées d'élevage. Et oui. En tout, il y en a combien ici? À peu près 300. Et donc vous vivez à côté, vous êtes que deux à vous occuper de tous ces animaux. C'est un travail énorme. Oui, on commence nos journées à 7h du matin et on finit jamais avant 23h minuit. Tous les jours, oui, 365 jours de l'année. Et oui, c'est très prenant, très physique. Oui. C'est pas trop dur, mais j'imagine quand vous êtes là au milieu de ces animaux, ils doivent bien vous le rendre, vous les avez sauvés en quelque sorte. Oui. On fait notre travail parce qu'on a besoin de faire quelque chose d'utile, qui a énormément de souffrance animale. Oui, les sauver, les remettre à l'adoption. Parfois, ils arrivent dans des états très mauvais au niveau sanitaire. Arriver à les remettre en forme et leur offrir, beaucoup d'animaux viennent aussi de bâtiments, ils n'ont jamais connu l'extérieur, et leur offrir la possibilité de voir l'herbe, le soleil et une nourriture de qualité, oui, c'est notre but. Donc vous avez des soins aussi à leur apporter? Oui, beaucoup, oui. Et donc c'est tous les jours. Est-ce que la cohabitation, elle se fait facilement entre tous ces animaux? Parfois, oui, c'est plus compliqué que d'autres, mais souvent, ça se passe très bien si on leur donne suffisamment d'espace et les petits chats. Oui, une nourriture adaptée et oui. Souvent aussi, c'est des animaux qui sont tellement heureux de découvrir une liberté. Oui, que ça se passe bien. Est-ce que vous avez un préféré parmi tout cela? Non, en fait, oui, on a des animaux qui sont plus proches de nous que d'autres, mais lui notamment, non? Oui, Sahel est un grand curieux. Pony. Mais oui, on le fait vraiment pour eux, et pour nous, c'est important vraiment qu'ils soient le mieux possible ici. Et oui, c'est surtout ça qui compte pour nous, c'est de les voir heureux et aussi que tous leurs besoins soient respectés. On n'a pas besoin que les animaux soient obligatoirement proches de nous ou qu'ils nous le rendent. On a aussi des animaux qui ont été beaucoup maltraités et qui sont craintifs ou difficiles à approcher. Mais vous le respectez? Oui, tant que c'est bon. Ben, merci beaucoup de nous avoir présenté ce grand pré et tous ces animaux rescapés. Et tout à l'heure, on va aller voir la maman de Morlinde. Excusez-moi, j'ai bien dit le prénom, parce que je me trompe. Morlinde, qui va nous montrer qu'il y a d'autres animaux qui ne sont pas rescapés d'élevage, mais qui sont aussi adoptables. Nous avons hâte, on vous retrouve dans quelques instants, cher Raphaël. Là, il est temps de vous présenter notre invité coup de cœur. Stéphanie Noël est avec nous. Rebonjour Stéphanie, oui, rebonjour, cofondatrice du sanctuaire Le Lagari et présidente de l'association qui gère ce sanctuaire qui s'appelle Le Geste de Lagari. Je voudrais juste faire un petit pont, une petite passerelle avec effectivement l'association L214. Quel est le lien avec vous, avec cette association ou leurs actions, leurs axes de travail? Alors, je suis complètement en adéquation, évidemment en adéquation oui. avec eux. Et quand j'ai ce projet que je porte en moi depuis très longtemps, quand j'ai voulu le mettre en œuvre vraiment, concrètement, j'ai appelé Sébastien Arsac, qui est le cofondateur, et je lui ai demandé des tas de conseils, des tas de trucs qui me mettent en relation avec des gens. Donc, il a été super. Et puis après, à Paris, j'ai rencontré Brigitte Gauthier aussi. On a bien parlé. Voilà. Donc, ils m'ont donné plein de trucs, plein d'astuces. Donc, voilà, c'était... Et de votre expérience, tout à l'heure, on a compris que votre envie, c'est donc de chouchouter ces animaux, de les respecter, de leur offrir la vie qu'ils méritent. Un petit mot quand même de présentation du sanctuaire. Oui. Du domaine. Le domaine, donc c'est un domaine qui comprend 55 hectares. Et l'idée de ce domaine, c'est un sanctuaire. C'est-à-dire que les animaux qui viennent ici restent à vie.
Voilà, on n'est pas comme un refuge dans un principe d'adoption. Hein. Voilà. Alors bien sûr, vous allez me dire, du coup, on peut accueillir moins d'animaux, c'est sûr. On part aussi du principe que malheureusement, on peut pas tous les sauver, mais ceux qui sont avec nous, ils resteront à vie. Ça, c'est très très important. Alors justement, d'où viennent-ils ces animaux? De quels animaux parle-t-on? De divers horizons. Alors on a, voilà, sur les images, vous voyez, c'est mon mari avec Georges, avec Blondie, qui était notre première arrivée, la vache Blondie, qui est une charolaise, qui est un animal qui était non conforme. Trop petite, pas assez de chair, bon non, elle a bien changé, pas assez de chair, mais qui n'intéressait pas à l'industrie de la viande, en fait. Donc Blondie, voilà. Donc, alors, on est en très bon rapport avec les éleveurs locaux. Hein, mais on a des animaux, par exemple Blondie, elle vient de Vendée, hein, elle est pas. Donc on a des animaux qui viennent un peu partout, et c'est simplement, c'est que on fait passer le message aux éleveurs en leur disant, quand vous avez des animaux non conformes, c'est-à-dire qui naissent avec des problèmes de santé ou qui sont qui sont pas intéressants, on est là. Si vous avez des animaux qui sont ce qu'ils appellent à la réforme, c'est-à-dire en fin de carrière et qui de toute façon vont passer à l'abattoir, il y a des éleveurs dans des petites exploitations qui sont attachés à certaines vaches et qui ont du mal à les laisser partir à l'abattoir. Donc on dit, eh ben on est là, on leur offre une retraite, voilà. Et à côté de ça, on a aussi des propriétaires, alors tout à fait des particuliers qui viennent et qui sont il se passe quelque chose d'horrible dans leur vie et ils ont absolument besoin que leur animal puisse. J'y pense là par rapport à ce que vous dites, c'est que ça a un coût d'emmener un animal à l'abattoir. Est-ce que c'est un coût? Parce que je me dis que vous les prenez gratuitement, je suppose. Oui, Donc, financièrement même, ce serait plus préférable qu'un éleveur vienne vous voir en disant je vous donne des animaux. On a eu, voilà, comme c'est le cas, là, on a Poupette, une petite chèvre alpine, qui était une future reproductrice, mais non conforme. Alors, elle vient d'un élevage, et avec la chevrière, j'ai quand même dû, parce que dans le lot, il y avait 2 mamans avec 2 petits qui partaient à l'abattoir et qui étaient en réforme, et il y avait 2 petites de 1 an qui n'étaient pas conformes. Et donc, j'ai quand même dû payer les chevreaux au prix de la viande. Ça, les autres, elle me les a donnés, mais les 2 chevreaux, ils étaient déjà réservés par un restaurateur. Elle m'a dit, je suis coincée, donc j'ai, voilà. Mais à vous entendre parler et à vous voir sur ce plateau, ça n'a pas de prix. Non. C'est ça. Non. C'est ça qui est génial. Mais dans l'idéal, c'est qu'on nous les cède. Hein. Ça, c'est vraiment, j'ai pas envie d'entretenir. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est pas le truc. Mais pour moi, ça n'a pas de prix. Je suis prête à tout pour. Et comment vous vous en occupez d'ailleurs de ces animaux? Alors avec donc on est 2 avec mon mari Georges. Donc lui il s'occupe le matin. Moi, je m'occupe plutôt l'après-midi, voire le soir. Et donc, c'est toute la journée, c'est calinothérapie et cacathérapie. Voilà, c'est ça. Et manger-thérapie aussi, non? Et manger-thérapie. Non, vous les nourrissez aussi. Oui, mais oui, oh, bah ça va avec. Mais quand je dis vraiment, c'est parce qu'on est toute la journée en fait à faire le ménage pour les animaux. On fait le ménage, quoi. Voilà. Donc parce que je tiens, ça c'est mon truc, que tous les soirs ils dorment dans de la paille super nickel. Sinon c'est moi qui dors pas. Donc voilà. Puis des fois, je vous avoue, je viens me coucher un peu avec certains, notamment avec notre buffle qui fait une tonne 4. Je vais un petit peu lui faire des gros câlins le soir et je reste un peu couché avec lui. Pratique pour l'hiver. Ça tient chaud. Génial. C'est une énorme boule d'amour, c'est trop génial. Donc, mais alors, expliquez-nous le lien que vous avez avec eux, parce que j'ai l'impression que les animaux ont quand même cette faculté à la rédemption. Ils proviennent de maltraitance humaine et ils viennent à votre contact. Et est-ce qu'ils changent d'esprit, est-ce qu'ils changent de comportement par rapport à leur arrivée ? C'est fabuleux, c'est fabuleux. Tous les jours, de toute façon, on en apprend tous les jours avec eux. Ils nous enseignent tous les jours et ils ont une faculté d'abord, ils sentent très vite qu'ils sont sauvés. Ça, ils le sentent très très rapidement. Et après, ils sont pas fous, hein. Non, mais on disait ils sont sensibles. Grands maîtres. Je vais vous dire, c'est des grands maîtres de la résilience. Voilà, c'est des grands maîtres de la résilience parce que avec ce qu'ils ont vécu, ils arrivent et en très très rapidement. Et là, ils comprennent qu'on est là pour eux, on est à leur service complètement de nuit, de jour, et on est là pour qu'ils soient heureux, qu'ils soient bien, pour un bien-être total. Et
et ils nous redonnent la confiance, parce que souvent ils arrivent, par exemple Blondie, la petite charolaise, quand elle arrive au début, elle nous chargeait, elle était dans une colère contre l'humain vu son parcours, et elle nous chargeait tout le temps. Maintenant elle nous charge aussi, mais c'est pour les câlins. C'est pour les... Et votre engagement va même au-delà, c'est-à-dire qu'au sein même donc du sanctuaire, vous engagez même des débats, vous faites rencontrer des chasseurs, des éleveurs, des humains avec les animaux. Absolument, on a fait une journée porte ouverte l'année dernière où on avait convié une dizaine d'éleveurs, de chasseurs, d'agriculteurs, et il y avait une quarantaine de véganes de Toulouse qui sont arrivés, et ça a été une journée formidable parce que tout le monde s'est écouté, tout le monde a pu témoigner par rapport à sa position, comment on voyait les animaux. Donc c'était très 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 intéressant. Et c'est là qu'on a compris que les éleveurs, beaucoup nous ont dit, mais nous, proposez-nous une transition où on peut gagner bien notre vie. On est d'accord d'arrêter l'élevage parce que c'est énormément de contraintes. Pour eux, c'est énormément de contraintes tous les jours de s'occuper des animaux qui ventent, qui neigent, etc. Donc, je veux dire, ils sont prêts à lâcher et à partir vers transitionner vers autre chose. Hein. Donc, il y a un terrain d'entente. Absolument. Il y a déjà 2 éleveurs qui sont partis vers du bio. Ah oui. Ils sont partis, qui ont lâché. On a eu vraiment des revirements parce qu'on essaye vraiment de sensibiliser, à leur dire, écoutez, et en plus, ils sont contents, ils disent, on a plus de temps, on profite plus de la famille, c'est moins de contraintes. Ah oui. Ouais. Eh bien, et alors, vous pourrez aller au domaine, puisqu'en plus, vous accueillez les humains aussi pour des séjours au sein du sanctuaire, et vous avez toutes les informations sur lagari.fr. Stéphanie, merci beaucoup de cette bouffée d'oxygène par rapport aux animaux. On a parlé de leurs conditions avec vous, Samuel, et on voit aussi qu'avec des gens comme vous, eh bien, en fait, ils sont totalement respectés, et ça fait plaisir, en tout cas, de voir. Bravo pour le travail que vous faites pour eux, et je pense que vous serez remerciés d'une manière ou d'une autre, vous le disiez avec les câlins, notamment. Alors, autre exemple maintenant, on va retourner dans la ferme des rescapés, c'est à Cassagne, c'est dans le Lot, et donc l'objectif est quasi similaire au vôtre, c'est-à-dire accueillir les animaux abandonnés, maltraités ou menacés par l'homme et les laisser vivre. Et Raphaël donc, nous parlait tout à l'heure d'animaux à adopter, donc maintenant il faut nous en dire plus, Raphaël. Oui, nickel, je suis dans une chatterie de la ferme des rescapés avec Verena. Bonjour Verena. Bonjour, bonjour. Donc vous êtes la 2e personne qui s'occupe à plein temps, on l'a compris, de tous ces animaux. Ouais. Et donc il y a aussi des chats et des chiens, c'est ça ici, que vous recueillez. Beaucoup de chats et beaucoup de chiens. Et c'est en fait, les chats, ils font le principal de notre travail. So, le fait qu'on a 6 chatteries et 2 maisons qui sont remplies avec des chats, il y a beaucoup de nettoyage, beaucoup de soins à faire. Attention. Là, sur le micro. Et oui, c'est notre préoccupation principale, nettoyer, laver les couvertures, soigner les animaux, oui, bien sûr, nourrir. Et donc les chats, c'est l'espèce que vous avez le plus, vous en avez combien? Oui, à peu près 300 chats, oui. Et alors, vous les récupérez où, ces chats? En fait, il y a 2 grands fourrières du Sud qui nous apportent souvent des chats qui sont tous sur la liste d'euthanasie, où ils n'arrivent pas de trouver d'autres refuges ou d'autres associations. Et nous, on a un deal avec eux, que nous, on prend ceux-ci qui sont vraiment, sinon, destinés à être euthanasés. Ce sont beaucoup de chats sauvages, mais aussi, ça dépend de la saison. On était beaucoup de chats sociables, beaucoup de chatons, soit sociables ou sauvages, surtout toujours sauvages, parce qu'il n'y a pas d'autres refuges ou associations qui prennent des chats sauvages, parce qu'ils ne sont pas ou compliqués à placer. Donc. Et alors, ce qu'il faut dire, est-ce que peut-être on peut aller voir les chiens aussi, c'est que tous ces animaux sont stérilisés? Ils sont tous stérilisés et castrés, oui. Oui. Et pourquoi c'est nécessaire Déjà pour avoir une bonne entente avec, et pour pas faire bien sûr la reproduction. Tous nos animaux ici qui sont castrés ou stérilisés parce qu'on est contre la reproduction. Il y a déjà assez d'animaux partout. À sauver, oui. À sauver, il ne faut pas en ajouter aussi. Bon, il y en a un qui est content que vous le caressiez. Est-ce qu'on peut aller voir les chiens? Oui, bien parce sûr. Que il faut que je te dise au revoir. Parce que les chats, ils sont dans ces chatteries pour pas qu'ils... En fait, ils sont dans les chatteries, oui, ce sont des grands parcs sécurisés où ils ne peuvent pas s'en aller trop. On a aussi quelques chats qui sont dans la chèvrerie en bas, mais la plupart, ils sont dans leur parc ou dans les maisons. Alors, Verena, expliquez-nous maintenant les chiens. Vous en avez combien? Une 50aine. D'accord.
Et alors, pareil, on peut les adopter, ces chiens? Oui. Il y a, la plupart, ils sont adoptables. Par contre, il y a une grande partie qui viennent de Roumanie. Ce sont des chiens qui sont vraiment subis de grandes violences. Ce sont des chiens qui sont quand même une très grande réconciliance. Ils ne sont pas du tout agressifs. On a un très grand nombre qui s'entend avec tous les animaux, y compris les chats. Mais ils sont très peureux. Il nous faut des adoptants qui sont prêts à leur laisser le temps de s'approcher, de faire attention qu'ils ne s'échappent pas dans les premières semaines. C'est ça la difficulté avec ce chien-là, parce que les gens, ils veulent un chien qui saute sur leurs genoux dès qu'ils arrivent. Et ça, ce sont des chiens qui sont souvent méfiants, qui ont peur. Parce que tous les chiens ici vivent dehors, c'est ça, en meute? Non, ils ne vivent pas dehors. La plupart, ils vivent, ou une bonne partie vivent avec nous dans la maison. Mais ils sont tous libres, ils vivent en meute. Nous, on a le concept que les chiens ne sont pas enfermés dans les box. Soit ils sont dans la cour, où ils sont leur niche, ou dans une chauderie, ou dans la maison. Mais ils nous accompagnent, ils sortent, ils peuvent... ils ne sont pas des flugueurs, ils restent sur place. Parce qu'ils sont bien ici. Mais il faut que des gens viennent pour les adopter, on l'a compris. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir présenté votre belle ferme. Et vous l'avez compris, si vous voulez adopter, que ce soit un animal d'élevage ou des chiens, des chats, venez ici les adopter contre de bons soins, évidemment, pour faire de la place à des prochains animaux qui pourraient être sauvés. Absolument, et le site internet va apparaître, c'est lafermederescapés.org. Waouh, quel travail. Bravo à elles, parce que franchement, je sais qu'elles consacrent toute leur vie. Elles ont quitté leurs études pour se consacrer aux animaux. Elles ne comptent pas leurs heures, elles ne comptent pas l'argent. Quel travail. Il faut se rendre, justement, que ce soit au sanctuaire ou à la ferme, il faut se rendre dans ces lieux-là, Samuel. Ah, bien sûr, oui, c'est important. Il faut vraiment se rendre dans les refuges et les sanctuaires pour rencontrer ces personnes admirables qui se dévouent pour les animaux, pour les aider, et puis aussi pour découvrir les animaux dans un contexte où ils sont heureux, pour voir quelle autre relation on peut avoir avec eux. Et surtout, je voudrais rajouter qu'il n'y a aucune différence entre un chat, un chien, une vache, un cochon, une poule et un buffle. Il n'y a aucune différence. Et nous, on le constate tous les jours avec eux. C'est fabuleux, la relation qu'on arrive à instaurer avec eux. Parce qu'on peut séjourner chez vous, mais est-ce qu'on peut approcher les animaux ou on est juste là pour les observer? Non. Alors, chez nous, les animaux sont libres. C'est-à-dire que si vous vraiment, par exemple, aussi, nos vaches, elles sont dans le champ. Eh bien, si vous avez vraiment envie, vous allez dans le champ. Ah, mais je vais pas les faire rentrer pour... Bien sûr, bien sûr. Chacun va en immersion, et puis chacun, voilà. Et les animaux sont libres d'approcher l'humain ou pas. Vous revoyez cette émission, bien sûr, pour reprendre les coordonnées de notre invitée Stéphanie. Et je voulais juste terminer en disant que l'agarie signifie la guérison en vieil occitan. En plus, c'est pas un hasard. Très bien. C'est vrai que j'avais la question, mais ça a été tellement vite. Si vous avez été touché par nos invités et leur engagement auprès des animaux, vous pouvez le faire vous aussi avec les animaux de la SPA, par exemple, en devenant bénévole. C'est bien d'avoir adopté un chien à la SPA. Et en plus, je suis devenue bénévole. À la SPA, c'est pas l'activité qui manque. Évidemment, faut promener les chiens, les faire jouer, câliner les chats, nettoyer les litières, nourrir tout le monde. Mais il y a aussi les activités du refuge. Portes ouvertes, collecte, actions de sensibilisation, etc. Fabien est bénévole chien à la SPA depuis 3 ans et demi. Et c'est devenu un vrai mordu. Quand j'ai compris qu'il me manquait quelque chose ici, un petit écusson orange pour me faire vibrer le cœur, et je ne le regrette pas parce que le bénévolat a bouleversé ma vie. Aimer l'animal tel qu'il est. Donc moi je vous incite véritablement à vivre vos rêves, à poursuivre votre passion. Moi ma passion je la vis depuis plus de 3 ans maintenant au sein de ce refuge, et je peux vous garantir que le chemin n'est pas terminé, c'est pas prêt de s'arrêter. Et pour aider les animaux, une cotisation annuelle de 25 € vous sera demandée. Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour devenir bénévole à la SPA. Les animaux vous le rendront bien. Et je voudrais simplement vous préciser qu'on diffusera une enquête de région sur les animaux. Justement, ce sera le 2 décembre prochain. On passe à la partie emploi. Je veux des bonbons. Je veux des bonbons. C'est bien ce petit caddie là. Ah, c'est génial, je trouve ça super. Ça retourne en enfance. On va vous parler de directeur de magasin, c'est pour ça que je suis là. Directeur ou directrice de magasin, on a été rencontrer Guillaume, regardez. Des bonbons! Vas-y.
C'est bon, nickel. Je te remercie. Écoute, je te dis à jeudi si c'est toi. Je te dis à la prochaine. Merci, toi aussi. Je m'appelle Hébert Guillaume et je suis gérant d'une supérette. Moi, j'ai grandi de toute façon au milieu d'une boulangerie. Je me réveillais le matin, je voyais les clients à la boulangerie. Pendant les vacances, je m'occupais, j'aidais ma mère. Enfin, j'aidais comme je pouvais dans la boulangerie. C'est peut-être ça qui m'a donné cette fibre commerciale et ce qui me fait aimer autant mon métier. Le magasin ouvre à 8h, mais les journées commencent bien plus tôt. On a nos camions de livraison qui arrivent à 6h du matin. Nous, en tant que gérant, on sait quand est-ce qu'elle commence la journée, on sait vraiment pas quand elle termine. Donc pour demain, s'il te plaît, mets-moi une orange en filet. Je vais te prendre l'orange bio en 4 fruits. D'accord, je te mets un plateau. J'adore être sous pression. Les journées trop calmes, j'aime pas ça. Moi, il faut que ça bouge. Je choix de bouton le matin pour gérer la chose. Il faut que... Je suis assez maniaque, donc j'aime que mon magasin soit bien rangé. Le frais, il est fini ? Ouais. Vous mettez à 2 dans le facing, on vire tous les cartons. Finissez le facing, coup de balai partout. Moi, je pars du principe qu'il faut travailler avec du stress pour être performant. Donc effectivement, on est actif, on bouge partout, et c'est ça que j'aime, quoi. C'est ça que j'aime, c'est l'intensité. On est gérant, ma femme et moi, depuis 2012, mais on n'a jamais eu un magasin qui nous appartenait réellement. Là, pour le coup, c'est le premier magasin on est arrivé, le local était vide. On a tout imaginé nous-mêmes, du premier centimètre carré de carrelage jusqu'à la mise en place de la première boîte de conserve. On a tout fait ensemble. C'est une fierté, c'est un peu comme un autre enfant, quoi. On en a déjà 3, c'est un peu notre 4e bébé. Si on s'amuse pas à traîner avec un badge de manager ou avec un badge de gérant, on est ici comme on serait à la maison. Et nous, nos clients, ils nous connaissent par nos prénoms, on est naturel. Allez-y. Prenez votre temps, je passe déjà ça. En vous remerciant, je vous souhaite une bonne journée. C'est vraiment c'est un monde à part. C'est un monde où voilà, on a l'impression d'aller faire nos courses chez les amis, quoi. On est gérant 24/24, on n'est pas gérant que quand on est au magasin. Alors, parmi les offres d'emploi justement gérées par le site Pôle Emploi, vous allez voir, donc si vous tapez directeur de magasin franchisé, il y a 3 postes en Occitanie, à Millau, à Rodez et à Alès. Si vous tapez directeur de magasin tout court, là, il y a 101 postes. Et puis, si vous tapez franchise, là, il y a 84 postes. Donc, vous voyez, il y a quand même des possibilités. Il faudra juste faire un tri. Vous allez sur le site pôle-emploi.fr. Et bien sûr, vous en parlez entre vous sur les réseaux sociaux grâce au hashtag Priorité Emploi Occitanie. Dis donc, à propos de réseaux sociaux, si vous avez envie de nous contacter, il y a un seul moyen pour vous, c'est le Facebook. Facebook, Ensemble c'est mieux. Il va apparaître et donc vous pourrez nous envoyer tous les messages que vous désirez. Demain, nous consacrerons totalement l'émission au bois, de la pousse à sa protection en forêt. Ce sera notre dossier du jour. Comment protéger nos forêts entre pollution et changement climatique? On va parler de la coupe avec le métier de bûcheron. Et puis, on va recevoir notre ébéniste meilleur ouvrier de France pour sublimer la matière. Un petit tour par la ferme des Rescapés pour conclure cette émission. Et après le cheval Raphaël, je crois que vous vous êtes fait d'autres petits copains. Oui, Mickaël, si des personnes veulent adopter des animaux comme Malbrook, qui est juste ici, il a à peine 9 mois, c'est possible. Il suffit d'appeler la ferme des Rescapés. Les numéros sont sur le site internet. Et si vous voulez les aider financièrement, il est aussi possible de faire des dons. Bonne journée à tous, à demain. À demain, Raphaël. Vous revoyez bien sûr cette émission pour avoir les coordonnées de la ferme des Rescapés, les coordonnées de Stéphanie, les coordonnées de Samuel. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités. Et merci à vous pour votre fidélité. Vous restez bien avec nous sur France 3. Tout de suite, c'est le journal d'Outre-mer suivi du 12-13. On va nettoyer un petit peu ce poste. Et puis, je vais laisser la place aux journalistes pour vous présenter cette nouvelle édition. Et quant à moi, eh bien, je vais me mettre doucement au chaud pour vous revoir demain à 10h45. À demain!